Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un sujet fondamental, derrière toute la vague de l'intelligence artificielle, l'infrastructure. La partie physique, quoi. On est souvent bluffé par les capacités des modèles, mais qui construit les fondations? Et là, il se passe un truc assez dingue. Ah oui, La construction des centres de données, toute cette infrastructure de calcul, ça aurait ajouté, tenez-vous bien, 1% au PIB américain rien qu'au premier trimestre 2025. ah oui quand même, 1%. C'est une statistique qui interpelle, effectivement. Ça montre bien qu'on n'est pas juste dans une évolution logicielle. Non, c'est une vraie transformation industrielle, économique. C'est ça, On est en train de bâtir physiquement les bases d'une nouvelle ère. Et l'ampleur, la vitesse, ça rappelle les débuts d'Internet, voire ça les dépasse peut-être. exactement. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui, regarder un peu derrière le rideau. On va parler de l'échelle, qui est juste folle, de la compète géopolitique US-Chine évidemment, des défis énergétiques monstrueux que ça pose. Sans oublier la sécurité, j'imagine. Oui, la sécurité, et puis aussi les nouveaux modèles économiques qui apparaissent pour financer tout ça. On va essayer de comprendre les vrais enjeux et ce que ça dessine pour l'avenir. Bon, on y va? Déballons tout ça. Alors, commençons par l'échelle. C'est proprement stupéfiant. On voit des boîtes spécialisées dans le calcul pour l'IA, comme SF Compute par exemple, qui affichent des croissances pfiouf, x3, x5, x7 en très peu de temps. Carrément. Et puis, il y a les annonces des géants. Sam Altman qui parle carrément d'usines de calcul. Oui, j'ai vu ça. Des usines. Et Elon Musk, pour sa boîte XAI, il vise 100 gigawatts de capacité de calcul. 100 gigawatts. Juste pour une entreprise. Il faut qu'on réalise ce que ça veut dire. C'est énorme. C'est une explosion de la demande d'électricité. Certains calculent que ça pourrait ajouter 10, peut-être 20% à la charge électrique totale des États-Unis, juste pour l'IA. C'est considérable. C'est un peu comme si on devait construire l'équivalent de tout le parc nucléaire américain. Mais en quelques années à peine. C'est fou, non? Oui, c'est fou. Et ça met le doigt sur un point critique. Le vrai goulot d'étranglement pour l'IA à grande échelle, au final, c'est peut-être pas les puces, c'est peut-être l'énergie pour les faire tourner. Ah, intéressant ça. Produire les puces, c'est un défi technologique, bien sûr. Mais fournir l'électricité pour ces data centers gigantesques et toujours plus nombreux, ça, c'est un autre défi, d'une nature différente et peut-être plus compliqué à résoudre vite. Ce qui nous amène tout droit aux questions de géopolitique et de sécurité. Cette course entre les États-Unis et la Chine, elle est partout dans les analyses. L'objectif américain affiché, battre la Chine. Oui, c'est très clair. Alors les US ont Nvidia, c'est sûr, mais la Chine, avec Huawei notamment, développe ses propres puces. Est-ce qu'elles sont au niveau? Bon, ça c'est la question. Mais au-delà des puces, il y a donc cette histoire d'infrastructure globale, d'énergie. Et c'est justement là, sur l'énergie et la capacité à construire massivement et vite, que certains pensent que la Chine pourrait avoir un avantage. Leur structure politique, très centralisée, est souvent vue comme plus efficace pour lancer des projets d'infra gigantesques rapidement. D'accord. Moins de blocage administratif peut-être? Voilà. Et puis il y a des aspects culturels qui sont parfois mentionnés, une certaine éthique de travail qui permettrait une mobilisation très, très intense des équipes. C'est du moins l'analyse de certains observateurs. C'est un point sur la capacité de déploiement, ok. Mais admettons qu'on ait l'énergie. Où est-ce qu'on les met, ces énormes centres de données? Et là, la question de la sécurité nationale devient cruciale. Tout à fait. L'argument qu'on entend, c'est qu'il faut absolument garder ces infrastructures critiques sur le sol national, aux US par exemple. La raison principale, le risque de fuite des poids. Oui, la fuite des poids, c'est le terme consacré, hein. Ça veut dire le vol ou la compromission des paramètres qui sont le cœur du modèle d'IA. Sa valeur, en gros, c'est une préoccupation majeure. Donc la sécurité physique des bâtiments est primordiale. Exactement. Il faut penser à tout. Une intrusion physique, une cyberattaque sophistiquée, ou même un gouvernement étranger qui ferait pression sur une entreprise qui héberge des données critiques sur son sol, si les relations se tendent. Mhm. Donc, garder l'infrastructure chez soi, sous sa propre juridiction, ça minimise ces risques. C'est logique. Le paradoxe, c'est qu'aux États-Unis, et surtout en Californie, on le sait, construire des nouvelles infras majeures, que ce soit des centrales, des lignes électriques ou maintenant ces data centers, ça peut prendre un temps fou à cause des réglementations. Ah oui, la fameuse CUKA. Voilà, la loi californienne sur l'environnement. Bonne intention au départ, sans doute, mais aujourd'hui elle est critiquée pour la lourdeur, la longueur des procédures. Parfois on a l'impression d'être dans le guide du voyageur galactique avec la bureaucratie absurde. C'est une tension classique, oui. Le besoin d'aller très vite pour rester dans la course techno face à des règles pensées pour un autre temps. Mais bon, il faut dire qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça, les Progress Studies folks, comme on les appelle parfois. Oui, Ils cherchent des solutions.
Et puis il y a des plateformes citoyennes qui essayent de faire bouger les lignes au niveau local pour accélérer certains projets. Donc il y a quand même une prise de conscience. Ok. Mais ces défis réglementaires, plus le besoin de capitaux absolument énormes, ça pousse à inventer de nouveaux modèles financiers, j'imagine. Exactement. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. On voit apparaître des acteurs comme SF Compute qui proposent un modèle assez différent des fournisseurs de cloud qu'on connaît. Ah oui, qu'est-ce qu'ils font de si différent? Alors, d'après ce qu'on comprend, leur job principal, c'est pas tant de vendre du temps de calcul directement aux utilisateurs finaux, c'est plutôt d'être un générateur d'off-tech. DovTech, c'est-à-dire? L'off-tech, ce sont des contrats d'achat garanti sur le long terme. En gros, ils assurent aux investisseurs qui possèdent les fermes de GPU qu'une bonne partie de leur capacité de calcul sera achetée à un prix fixé. Ils jouent un peu le rôle de, comment dire, de gestionnaire immobilier pour ces supercalculateurs. Gestionnaire immobilier pour supercalculateur. J'aime bien l'image. Donc, ils s'occupent de la partie logicielle pour faire tourner le tout, de l'exploitation, et surtout, ils garantissent des revenus aux proprios des machines, c'est ça? C'est l'idée centrale, oui. Le but, c'est de rendre ces clusters de GPU qui sont hyper complexes, hyper chers, plus abordables comme classe d'actifs financiers, un peu comme l'immobilier de bureau ou les parcs éoliens. D'accord. Il s'agit de simplifier tout ça pour attirer des gros sous de la finance plus traditionnelle, genre private equity, qui ne sont pas forcément des experts en puces ou en IA. L'image utilisée quelque part, c'était de transformer les supercalculateurs en quelque chose qui ressemble à du soja pour Wall Street. Du soja? Carrément. Ok. Mais pourquoi on a besoin de ça spécifiquement pour les GPU? On n'a pas vu ce modèle émerger aussi fort pour les CPU classiques, si. La différence majeure, d'après les analyses, c'est la structure des coûts. Pour l'IA, l'entraînement, l'inférence, le coût du matériel GPU lui-même, c'est énorme. Ça domine complètement le coût total. Ah oui. Du coup, le client final, celui qui loue la puissance, il est hypersensible au prix brut du GPU. Et ça rend difficile pour un fournisseur de justifier de grosses marges juste avec une couche logicielle ou des services en plus. C'était différent avec les CPU où la valeur ajoutée logicielle comptait plus dans le prix final. Là, c'est le matériel qui dicte sa loi. Je revois. C'est très clair. Donc, si on veut investir là-dedans, la stratégie, ce serait 1. Trouver du capital pas cher. 2. Posséder le plus possible de la chaîne, le terrain, le bâtiment, l'énergie, pour maîtriser les coûts. Oui, Et 3. Le point crucial, sécuriser ces fameux contrats d'off-take à long terme, avant même d'acheter les puces qui coûtent une fortune. c'est exactement cette logique et c'est là que SS Compute et d'autres peut-être interviennent. Ils aident à montrer cette ingénierie financière assez pointue. Leur vision à 5 ans, telle qu'elle est décrite, elle est double en fait. C'est-à-dire? D'un côté, être une boîte d'ingénierie système hyper pointue qui sait faire tourner ses clusters de façon ultra efficace, la stack bas niveau, tout ça. Et de l'autre côté, être une sorte de fintech, développer des produits financiers pour attirer les capitaux, faire baisser leurs coûts et stabiliser ce marché qui explose. Et l'objectif ultime, si je saisis bien, c'est de rendre le calcul IA moins cher en utilisant la puissance de feu des marchés financiers, notamment américains. Ce qui, au passage, pourrait donner un avantage compétitif aux États-Unis dans cette course mondiale grâce à la profondeur de leur secteur financier. C'est une des thèses, oui. Utiliser cet avantage comparatif américain dans la finance pour construire plus vite l'infrastructure physique nécessaire pour dominer dans l'IA. Tout ça nous dépeint un paysage technologique, financier, en pleine ébullition. Mais si on sort un peu des gigawatts et des milliards, quel impact ça a sur la société, notre vision de l'avenir? On sent une excitation différente de celle de la crypto il y a quelques années, non? Oui, c'est vrai. Il y a une perception qui ressort bien que l'IA touche à quelque chose de plus tangible, de plus fondamental dans l'imaginaire. La crypto, même si elle a des usages légitimes, comme alternative monétaire, ça pouvait paraître abstrait pour beaucoup. Mhm. L'IA, ça évoque des trucs forts. Des robots intelligents, l'automatisation de tâches complexes comme construire des bâtiments, la promesse de guérir des maladies. C'est presque de la science-fiction qui devient réelle. Ça redonne un souffle épique à la tech. On a l'impression d'un retour à la grande technologie, celle qui construit des choses physiques, qui joue avec l'énergie, qui repousse les frontières. Un peu comme la conquête spatiale ou l'électrification à l'époque. Et ça a l'air d'attirer à nouveau les talents, notamment à San Francisco. Oui, SF, qui avait peut-être connu une période un peu plus calme, plus axée sur les modèles web, l'équilibre vie pro-perso après les premières vagues, là les enjeux semblent redevenir gigantesques. Tout à fait. Et dans ce contexte,
Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à un jeune, disons, de 12 ans aujourd'hui, face à cette déferlante IA? Ce fameux biais de confirmation intégrée. Ce ne sont pas des oracles objectifs. Surtout sur des sujets subjectifs. Exactement. Sur les relations humaines, la politique. C'est pas fiable comme ça. Par contre, pour expliquer un diagnostic médical ou un concept scientifique, là, ça peut être très précis et utile. Il faut apprendre à les challenger, en fait. C'est ça. Apprendre à pousser l'IA, à la remettre en question, à lui demander d'être critique, même sur nos propres idées. Ne pas la voir comme une source de vérité, mais comme un partenaire intellectuel. Un partenaire très puissant, mais avec ses limites. On peut et on doit lui demander de jouer l'avocat du diable. Intéressant. Allez, on se projette encore plus loin. Il y a une vision de San Francisco en 2050 qui est évoquée. Si on y débarquait, ça ressemblerait à quoi? Alors, plusieurs idées assez fascinantes. D'abord, une ville sans doute plus dense, plus de gratte-ciel. Signe d'un retour de la croissance et de la confiance. Et puis un truc très visible dans la rue. Quasiment plus de voitures garées. Ah oui. Comment ça? Grâce aux voitures autonomes généralisées, type Waymo, elles rouleraient constamment ou iraient se garer ailleurs, libérant l'espace. Et du coup, des rues beaucoup plus sûres pour les piétons, les vélos. Les voitures autonomes seraient bien meilleures pour éviter les accidents. Une ville sans voiture, ventouse et plus sûre pour marcher. Ça fait rêver, ça. Quoi d'autre? Une autre vision, plus futuriste encore. Un système de livraison complètement automatisé et souterrain. Des petits robots dans des tuyaux, un peu comme le projet Pipe Dream. Des robots dans des tuyaux. Oui, qui livreraient colis, repas, courses, directement dans un module chez vous, un peu comme un lave-vaisselle intégré. Fini les vols de colis sur le porche et livraison quasi instantanée 24/7. C'est carrément de l'anticipation, là. Et sur des sujets plus fondamentaux, comme la santé, par exemple? C'est là que l'espoir est peut-être le plus fou. L'IA pourrait booster la recherche en biotechnologie de manière spectaculaire. Découverte de médicaments, thérapies personnalisées, peut-être guérir des maladies aujourd'hui incurables. Waouh. L'impact pourrait être vraiment révolutionnaire dans ce domaine. Même si c'est dur à prévoir exactement, l'enthousiasme des chercheurs à la croisée de l'IA et de la bio, il est palpable. Bon, ce tour d'horizon montre bien l'ampleur des transformations, une infrastructure physique gigantesque en construction, une compétition géopolitique intense liée à l'énergie et la sécurité, des nouveaux modèles financiers qui transforment le calcul en actifs. Et des visions d'avenir qui changent nos villes et peut-être même notre biologie de façon radicale. Exactement. Et tout ça, ça soulève une dernière question, peut-être plus fondamentale. On construit à toute vitesse cette infrastructure physique et financière pour l'IA. Mais quelle est la prochaine infrastructure, peut-être moins tangible, qu'on doit construire ou repenser en urgence? C'est une excellente question pour conclure. Est-ce que c'est une infrastructure éthique pour encadrer tout ça? Une infrastructure éducative pour que tout le monde puisse s'adapter? Ou réglementaire pour s'assurer que ça profite au plus grand nombre, que ça ne crée pas plus d'inégalités? Comment on garantit que cette puissance phénoménale serve vraiment un progrès humain qui soit partagé et sûr? C'est sans doute le prochain grand chantier. Intellectuel, sociétal, qui s'ouvre juste devant nous alors qu'on entre vraiment dans ces terres de l'IA. Une réflexion absolument essentielle à mener. Et c'est sur cette question ouverte qu'on termine notre exploration aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.